365 lois de Robert Greene. Une année pour percer les secrets de la nature humaine. Préface. Depuis notre avènement en tant qu'espèce, notre survie et notre succès, à nous êtres humains, dépendent du lien que nous entretenons avec la réalité. Nos ancêtres ont dû acquérir une sensibilité particulière vis-à-vis de leur environnement. Il était vital de percevoir les variations météorologiques, d'anticiper la présence des prédateurs et d'identifier les réserves de nourriture. Ils devaient être sur le qui-vive, et penser constamment à ce que leur environnement particulier leur révélait. Dans un contexte aussi tendu, où une seconde d'inattention était synonyme de mort, le cerveau humain s'est mué en un instrument capable non seulement de détecter les dangers, mais aussi de dompter un environnement dangereux. Quand nos ancêtres commencèrent à se replier sur eux-mêmes et à céder aux fantasmes, la réalité se retourna contre eux. Aujourd'hui, notre cerveau n'a pas changé, il sert toujours le même objectif qu'il y a des centaines de milliers d'années. Nous contrôlons mieux notre environnement, et les dangers se sont fait beaucoup plus subtils, ils émanent des gens, et non plus des léopards, de leur psychologie complexe, et des jeux politiques et sociaux auxquels nous devons nous prêter. De fait, nos esprits sont de moins en moins sensibles à notre environnement, nous nous replions sur nous-mêmes, nous cédons à nos fantasmes. Nous devenons naïfs. Notre culture, qui plus est, tend à nous gaver d'idées fausses, elle nous porte à fantasmer le monde et la nature humaine, nous ne les voyons pas pour ce qu'ils sont. Nous prenons tout ceci pour argent comptant et agissons à l'aune de ces perceptions erronées jusqu'à ce que notre environnement et la réalité nous punissent, nous qui avons adopté une conduite irrationnelle. Notre vie n'est pas en jeu, mais nos carrières et nos relations en pâtissent. Nous blâmons les autres alors qu'en réalité le problème est en nous, découlant de notre naïveté et des fantasmes dont nous nous sommes nourris, qui nous orientent sans que nous en soyons conscients. Voici quelques idées fausses susceptibles de nous égarer. Par exemple, lorsqu'il s'agit de nos carrières, nous pensons que l'école que nous avons fréquentée, que les gens que nous connaissons, que nos relations sont les clés de nos futurs succès. Nous pensons que les erreurs, les échecs ou les conflits, quels qu'ils soient, doivent être évités à tout prix, et que nous devons nous empresser de gagner de l'argent, de susciter l'attention et de gravir les échelons jusqu'au sommet. Nous nous imaginons que le travail est une partie de plaisir, que l'ennui est à proscrire, et que nous devons emprunter des raccourcis pour bien faire les choses. Nous nous imaginons que la créativité est un don inné. Nous nous imaginons que nous sommes tous égaux, et que le concept de hiérarchie appartient au passé. Nous agissons en croyant que la plupart de nos amis et de nos collègues nous apprécient et veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous pensons que nous pouvons avoir confiance en ceux qui ont tendance à mal se comporter dès lors qu'ils se sont amendés, que les gens pétris de conviction et les indignés disent certainement la vérité, et que ceux qui détiennent le pouvoir, dont nos supérieurs, sont sûrs d'eux. Nous ne nous imaginons pas que les personnes gentilles et obligeantes cachent une nature sombre et sournoise. Nous pensons que celles qui défendent des idées progressistes sont vertueuses par essence, et que notre entourage éprouvera de la reconnaissance si nous leur rendons service. En ce qui nous concerne, nous pensons que l'honnêteté est primordiale, et qu'il est important de dire aux autres ce que nous pensons réellement. Nous avons le sentiment qu'il est bon de mettre en valeur nos qualités, notre intelligence, notre zèle, etc. Lorsque nous subissons des revers, nous nous disons que nous sommes simplement victimes des circonstances et en aucun cas responsables. Bien sûr, nous sommes conscients que certaines personnes sont narcissiques, agressives, envieuses, mégalomanes et manipulatrices, mais nous croyons que ce sont des brebis galeuses, et que nous ne partageons en rien leurs travers. Le plus souvent, nous sommes très jeunes, encore pleins d'illusions, quand nous entrons dans le monde du travail, et la réalité nous explose alors au visage. Nous découvrons que l'ego de certaines personnes est fragile, qu'elles sont retorses, contrairement à l'image qu'elles renvoient. Nous sommes surpris par leur indifférence et par leur petite trahison. En étant nous-mêmes, en disant ce que nous pensons, nous pouvons nous attirer toutes sortes d'ennuis. Nous finissons par réaliser que le monde du travail est un monde éminemment politique, terrain semé d'embûches auxquelles personne ne nous a préparés. Certaines décisions professionnelles, motivées par le besoin d'argent et d'attention, nous mènent à l'épuisement émotionnel, à des désillusions et à des impasses. En échouant à être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, en faisant abstraction de nos défauts et de nos faiblesses, nous nous retrouvons enfermés dans des schémas comportementaux incontrôlables. Au fil des années, tandis que s'enchaînent malentendus, faux pas et décisions arbitraires, notre amertume et notre confusion grandissent. Nous sommes abîmés. Les daily laws, ou lois quotidiennes, visent à inverser ces schémas toxiques et à vous reconnecter à la réalité.
Ces lois ciblent les illusions dont vous êtes imprégné et cherchent à accorder votre esprit aux caractéristiques typiques de la nature humaine, ainsi qu'à la façon dont notre cerveau fonctionne réellement. Leur but est de vous transformer en un réaliste radical. Ainsi, quand vous aurez refermé ce livre, vous pourrez continuer, seul, à observer le monde et à percevoir les dangers et les opportunités qui vous environnent. Cet ouvrage se fonde sur 25 années de recherche axées sur le pouvoir, la persuasion, la stratégie, la maîtrise et la nature humaine. Il est la quintessence des leçons disséminées à travers mes livres. Entre janvier et mars, vous apprendrez à vous débarrasser des voix extérieures qui vous soufflent quelle carrière suivre, vous apprendrez à vous connecter à votre voix propre, à votre unicité, au but de votre existence, à votre vocation. Une fois cette connexion faite, suivra un guide pour tous vos choix de carrière futurs. Au fil des pages, vous découvrirez que ce ne sont ni l'éducation ni l'argent qui comptent, mais votre persévérance et l'intensité de votre désir d'apprendre. Souvent, les échecs que nous essuyons, les erreurs que nous commettons et les conflits que nous vivons sont le meilleur enseignement qui soit. De cet enseignement découle la vraie créativité et la maîtrise. Entre avril et juin, vous apprendrez à voir la nature politique du monde du travail, et combien il est dangereux de prendre les apparences pour des réalités. Ces entrées vous aideront à reconnaître les individus toxiques avant qu'ils ne vous entraînent dans leur maelstrom émotionnel et vous apprendront à déjouer les plans des grands manipulateurs qui vous entourent. Entre juillet et septembre, vous découvrirez comment persuader et influencer les autres véritablement. Il ne s'agit pas d'être égocentrique, ni de dire ce que vous pensez vraiment, mais de vous plonger dans l'état d'esprit des autres et de faire appel à leur intérêt personnel. Vous apprendrez à devenir un fin stratège, capable de défendre les causes qui vous tiennent à cœur et de réaliser vos objectifs. Entre octobre et décembre, vous vous immergerez dans les motivations fondamentales qui régissent le comportement humain, dont le vôtre. En vous forçant à réfléchir à qui vous êtes, en prenant conscience de vos défauts, non seulement vous gagnerez en empathie et accepterez mieux les autres, mais vous aurez la possibilité de modifier vos propres schémas négatifs. Vous découvrirez qu'en vous confrontant à la peur de la mort, vous serez à même de vous ouvrir à l'incroyable nature de la vie, et vous apprécierez le temps qu'il vous reste à consacrer à sa beauté. Les différentes entrées constituant les Daily Laws sont extraites de 5 de mes livres, et d'un ouvrage sur lequel je travaille en ce moment, La Loi du Sublime, qui se compose d'interviews et de discussions, de conférences auxquelles j'ai pu participer au fil des années, ainsi que d'articles en ligne que j'ai eu l'occasion d'écrire. Chaque entrée s'accompagne des références, titres et chapitres, du livre dont il est extrait, afin que vous puissiez approfondir votre étude. Chaque mois correspond à un titre spécifique et à un sous-thème, et est introduit par un court texte. Ces textes relient les idées parcourant mes livres à mes propres expériences vécues, aux épreuves que j'ai traversées, et aux leçons que j'ai pu en tirer. Il est possible de piocher ça et là tel ou tel point dans ce livre, de le feuilleter au gré de vos envies, d'accorder les solutions qu'il dispense aux problèmes que vous affrontez à un moment donné. Mais je vous conseille de lire les Daily Laws du début à la fin, et de l'ouvrir à la date du jour où il vous sera tombé entre les mains. Ainsi, vous vous immergerez dans chacun des sujets que ce livre explore. Ces sujets infiltreront votre esprit et vous prendrez l'habitude de voir le monde tel qu'il est. Pour ce faire, je vous recommande de prendre des notes, aussi souvent que vous le pourrez, et de relier ces différentes entrées à des expériences, passées et présentes, que vous avez vécues. Encore mieux, mettez ces idées en pratique puis prenez l'habitude de réfléchir aux expériences concrètes qui en découleront. Enfin, voyez les Daily Laws comme un Bildungsroman. Le Bildungsroman, mot allemand signifiant roman de formation ou roman d'apprentissage, est un genre littéraire apparu au cours du XVIIIe siècle. Dans ces histoires, les protagonistes, souvent très jeunes, se lancent dans la vie, la tête farcie de concepts naïfs. L'auteur les embarque dans un monde sillonné d'antagonistes, bandits, voyous et imbéciles. Au contact de la réalité, les protagonistes apprennent progressivement à se débarrasser de leurs illusions. Ils découvrent alors que la réalité est bien plus intéressante, bien plus riche que tous les fantasmes qu'ils nourrissaient auparavant. Ils en ressortent instruits et grandis, leur sagesse dépassant celle des gens de leur âge. Les Daily Laws vous entraîneront, vous qui êtes le personnage principal de votre propre histoire, dans un monde fourmillant d'individus toxiques. Ces lois vous aideront à vous délester de vos illusions et vous endurciront en vue des batailles qui vous attendent. C'est en pleine lumière que vous trouverez du réconfort et du plaisir auprès de votre entourage, dans le vrai monde. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses.
Les vies que vous admirez, les attitudes que vous trouvez nobles n'ont pas été disposées par le père de famille ou par le précepteur, elles ont été précédées de débuts bien différents, ayant été influencées par ce qui régnait autour d'elles de mal ou de banalité. Elles représentent un combat et une victoire. Marcel Proust Janvier, l'œuvre de votre vie, semez les graines de la maîtrise. Chaque homme est unique de naissance. Cette unicité est génétiquement inscrite dans notre ADN. Tout homme est un phénomène unique dans l'univers, son clone génétique n'a jamais existé avant et ne se retrouvera plus jamais. Pour chacun de nous, cette unicité s'exprime d'abord, pendant l'enfance, à travers certaines inclinations primales. Il y a en nous des forces d'origine profonde que l'on ne saurait expliquer consciemment par des mots. Elles nous poussent à faire certaines expériences et à nous écarter des sentiers battus. Comme ces forces nous conduisent çà et là, elles influencent le développement de notre esprit de façon très particulière. Autrement dit, une graine est semée à notre naissance, elle constitue notre unicité. Elle aspire à croître, à se transformer et à épanouir tout son potentiel. Elle est dotée d'une énergie naturelle bien affirmée. L'œuvre de notre vie consiste à laisser cette graine devenir fleur, pour exprimer notre unicité à travers notre travail. Nous avons une destinée à réaliser. Plus nous percevons et entretenons avec vigueur cette perception, cette force, cet appel, etc., meilleures sont nos chances d'accomplir l'œuvre de notre vie et de parvenir à la maîtrise. Le mois de janvier vous permettra de découvrir et de poursuivre l'œuvre de votre vie, votre objectif, et ce que vous êtes censé accomplir ici-bas. J'ai su très jeune, peut-être dès l'âge de 8 ans, que je voulais écrire. Les livres et les mots me passionnaient. J'ai d'abord pensé devenir romancier, mais après avoir obtenu mon diplôme, il fallait que je gagne ma vie, et j'ai réalisé que cet objectif était irréaliste. Je vivais à New York à l'époque, et j'ai opté pour le journalisme. Un jour, alors que je travaillais depuis plusieurs années en tant que journaliste et rédacteur, un homme qui venait de publier un de mes articles dans son magazine m'a invité à déjeuner. Il en était à son 3e martini, qu'il a bu cul sec avant de me donner la raison pour laquelle il m'avait proposé ce déjeuner. Vous devriez envisager de changer de métier, m'a-t-il dit. Vous n'avez rien d'un journaliste. Votre travail est trop brouillon, contestataire, votre style trop bizarre. Vos idées échappent au lecteur lambda. Faites une école de droit, Robert. Ou une école de commerce. Arrêtez les frais. J'ai eu l'impression qu'on venait de m'asséner un coup de poing dans l'estomac. Puis, au cours des mois qui ont suivi, j'ai compris quelque chose à mon sujet. Cette carrière ne me convenait pas, et mon travail était le reflet de cette profonde incompatibilité. Il fallait que j'arrête le journalisme. Cette prise de conscience a déclenché une période d'errance. J'ai voyagé à travers l'Europe. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai travaillé dans le bâtiment en Grèce, enseigné l'anglais à Barcelone, travaillé en tant que réceptionniste à Paris, en tant que guide à Dublin. J'ai été engagé comme stagiaire au sein d'une société de production spécialisée dans les documentaires pour la télévision en Angleterre. Je me suis essayé à l'écriture de romans et de pièces de théâtre. J'ai travaillé dans une agence de détectives privés, entre autres. Puis j'ai commencé à travailler dans le cinéma en tant qu'assistant réalisateur et scénariste. Au cours de ces années d'errance, j'ai dû exercer une 60aine de métiers différents. En 1995, mes parents, Dieu les bénisse, ont commencé à nourrir de sérieuses inquiétudes à mon sujet. J'avais 36 ans, je donnais l'impression d'être perdu, incapable de me poser. Je traversais moi aussi de longues périodes de doute, et même de dépression. Pour autant, je n'étais pas vraiment perdu. Quelque chose en moi me poussait à continuer, quelque chose me guidait. J'étais un chercheur, un explorateur, j'avais soif d'expérience, et j'écrivais sans arrêt. Cette année-là, alors que je travaillais en Italie, j'ai rencontré un certain Giusto Elfe, un éditeur et illustrateur. Un jour, alors que nous nous baladions à Venise le long des canaux, Giusto me demanda si j'avais une idée de livre en tête. Soudain, et cela me sembla venir de nulle part, une idée me vint. Je lui répondis que je lisais beaucoup de livres d'histoire, et que ces récits, sur Jules César, sur les Borgia ou encore sur Louis XIV, ne différaient en rien de ce dont j'avais été témoin en enchaînant les jobs, bien qu'infiniment moins sanglants. Les gens veulent détenir le pouvoir, mais ils cachent cet appétit. Alors ils maquillent les apparences. Ils manipulent et complotent dans l'ombre tout en portant le masque de la vertu. Je comptais révéler leur manigance. Tandis que je lui exposais, sans préparation aucune, la trame de ce qui deviendrait mon premier livre, Power, j'ai ressenti un déclic. Un sentiment d'exaltation m'a traversé de part en part. Cela me semblait normal, naturel. C'était le destin. Je vis alors qu'il était enthousiaste,
et mon exaltation s'accrut encore. Il me dit qu'il adorait mon idée, et qu'il me financerait le temps que j'écrive la première moitié du livre, et qu'ensuite il tenterait de le faire publier, tout en assurant lui-même le suivi éditorial, le graphisme et la fabrication de l'ouvrage. De retour à Los Angeles, je me suis attelé à l'écriture de Power. Je savais que c'était la chance de ma vie, ma seule et unique opportunité d'échapper à ces années d'errance. Alors je m'y suis plongé corps et âme. J'y ai consacré toute mon énergie, car je n'avais pas le choix, ce serait un succès, ou ma vie serait un échec. J'y ai consigné toutes les leçons que j'avais apprises en tant qu'auteur et en tant que journaliste, toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, acquises au cours de ces années passées à accumuler les emplois, sous la houlette de patrons odieux. Les lecteurs ressentirent mon enthousiasme et, à ma grande surprise, le livre fut un énorme succès, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je réalise aujourd'hui, 25 après, que ce quelque chose qui me guidait, et que j'évoquais ci-dessus, était un but, une raison de vivre. C'était comme une voix dans ma tête qui me soufflait, n'abandonne pas. Continue, continue. Cette voix, que j'entendais depuis l'enfance, me menait à l'œuvre de ma vie. Elle m'a permis d'avancer et, étrangement, de garder espoir, et ce à travers les années que j'ai vécues, les expériences que j'ai accumulées, les erreurs que j'ai faites et les obstacles que j'ai bravés. J'ai écrit bien des livres depuis, et je me consacre toujours à cette œuvre. Comme tout le monde, j'ai besoin d'une raison de vivre, jour après jour. Chacun de mes livres fait partie de ce destin, comme si c'était écrit. Cette raison de vivre, qui m'a habité durant toute ma vie et qui m'est apparue il y a 25 ans m'a permis de traverser des moments difficiles. Et je pense que tout le monde peut vivre la même chose. Il suffit de le ressentir. Il suffit de le chercher. Voici la véritable leçon, il m'aura fallu du temps pour y arriver, après bien des rebondissements. Je pense que cette révélation peut advenir à n'importe quel moment de la vie, à 30 ans ou 40 ans. Reste que ma vie a changé du tout au tout dès lors que j'ai compris quelle était l'œuvre de ma vie. 1er janvier. Découvrir sa vocation. Chacun tient sa fortune entre ses propres mains, comme le sculpteur la matière brute qu'il cisèlera. Mais il en est de ce type d'activité artistique comme de toutes les autres, nous possédons de façon innée la capacité à les exécuter. La manière de modeler un matériau pour en faire ce que nous voulons doit être apprise et attentivement entretenue, Johann Wolfgang von Goethe. Chacun possède une force intérieure qui le guide vers l'œuvre de sa vie, ce que l'on est censé accomplir pendant le temps que l'on a à vivre. Pendant l'enfance, cette force est facile à toucher du doigt. Elle oriente chacun vers des activités et des sujets correspondant à des penchants naturels et attirant une curiosité profonde et primale. Au fil des ans, cette force s'estompe et l'on écoute davantage ses parents et ses amis, tout en subissant l'usure des angoisses quotidiennes. On peut alors se tourmenter d'avoir perdu le lien avec ce que l'on est vraiment et avec ce qui rend chacun unique. La première étape vers la maîtrise est toujours intérieure, apprendre qui l'on est vraiment et renouer le contact avec cette force innée. Une fois ce point éclairci, on trouvera le chemin de carrière qui convient et tout le reste trouvera sa place. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans ce processus. Loi du jour, la maîtrise est un processus et découvrir sa vocation en est le point de départ.